Bien le bonjour. Cette vidéo, c'est une discussion que j'ai eue avec Alvin de la bibliothèque d'Alvin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un créateur de contenu qui s'occupe du lore de Donjons et Dragons. Si vous ne le connaissez pas, franchement, je vous le recommande vraiment parce que ces vidéos, elles sont très très bien faites et extrêmement intéressantes. Que vous ayez déjà joué à Donjons et Dragons ou pas d'ailleurs. Je l'ai invité à avoir une petite discussion avec moi en live l'autre jour et on a parlé de plein de trucs, notamment de Stranger Things, le lore de Donjons et Dragons et la création de contenu au sens large. Donc voilà la petite découpe de cette discussion pour votre plus grand plaisir. Enjoy. Je sais que donc, j'avais des questions, moi, vis-à-vis de Donjons. Ouais. Globalement, moi, je vois ça comme une espèce d'énorme patchwork. Il y a une carte pour Donjons et Dragons, mais il n'y a pas une timeline prédéfinie d'événements, en fait, d'après ce que moi j'ai compris. Je peux pas lire un livre sur le lore de Donjons et Dragons, en fait. Il y a le lore individuel de différents monstres, ou de différents personnages, ou de différents événements, mais il n'y a pas de... En Il n'y a pas de Bible. Si techniquement il y a en fait le problème de D&D, c'est que c'est composé de plein de settings différents. Donc depuis les débuts du jeu dans les années 70, en fait à la base le jeu il n'avait pas d'univers du tout. Effectivement, comme tu disais, c'est juste quelques monstres qui étaient décrits ici et là. Et puis très rapidement en fait ils ont voulu créer un genre de bac à sable, un univers dans lequel tu puisses avoir un semblant d'histoire, des factions, des villes, une carte, tout ça. Et en fait ce truc-là, ce qu'on appelle un setting, donc un univers de base qui est présent et que les maîtres du jeu peuvent décider d'utiliser ensuite, il y en a un paquet qui se sont succédés dans les 50 ans d'histoire de Donjons et Dragons. Aujourd'hui, le plus connu, c'est Les Royaumes Oubliés, Oui. qui a été créé par un Canadien qui s'appelle Ed Greenwood, qui est toujours en vie d'ailleurs et qui est toujours très actif. Il a une chaîne YouTube qui est super intéressante. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment plonger dans le lore, entre guillemets, des Royaumes Oubliés, qui est l'univers principal aujourd'hui de Donjons et Dragons, il faut aller voir sa chaîne parce qu'il a 1 million d'anecdotes sur comment est-ce qu'il a intégré tel ou tel monstre, sur l'historique. Je veux bien que tu m'envoies le lien de sa chaîne Ouais, YouTube. je vais t'envoyer ça. Et les Royaumes Oubliés aujourd'hui, c'est l'un des settings qui est le plus développé en termes d'univers. C'est là où tu vas retrouver énormément de... tu vas avoir une timeline relativement précise, même s'il y a eu plusieurs versions qui des fois sont un peu conflictuelles. Ouais. Tu vas avoir des personnages très célèbres, tu vas avoir des grandes guerres, des divinités, bref. Il y a vraiment un univers très très fouillé, même s'il a tendance à être un petit peu bordélique ici et là, parce que les éditions... Parce qu'à la base, le jeu, il est fait pour permettre aux gens de faire un petit peu ce qu'ils veulent dedans. Donc, tu peux pas... Si tu inclus des éléments, on va dire, canons fixés dans le marbre, ça... Plus l'histoire de ton univers est fixée dans le marbre, moins ça devient malléable pour les gens qui vont jouer dedans, quoi. Ouais. D'un point de vue J'ai envie de voir cet homme nu. C'est compréhensible. Merci Antonin pour ton prime, tu régales. Merci beaucoup. Est-ce que je peux mettre un lien sur le chat? Ça va passer? Ouais. Hop, et je vais faire ça. Hop. Et les jeux vidéo qui se passent dedans aussi. Ouais. Si tu peux me l'envoyer sur Discord aussi, comme ça je l'ai... Je vais l'envoyer sur Discord aussi. La majorité des jeux aujourd'hui, et même des jeux qui se sont succédés sur la licence Donjons et Dragons, typiquement tous les Baldur's Gate, c'est le nom d'une ville dans les Royaumes Oubliés, qui se trouve sur ce qu'on appelle la côte des sur le continent de Faerun. Il y a une ville qui est super connue, c'est... Il y a aussi le nom d'un jeu vidéo, Ah oui, alors Waterdeep aussi, et il y a Neverwinter aussi. Ouais, il y a cette carte, on va dire, entre guillemets, officielle des Royaumes Oubliés. Pour moi, c'est de ça que je parle quand je parle de lore officiel, on va dire, de Donjons et Dragons. Mais ouais, ça doit être rempli de petites anecdotes. C'est pour ça que tu dois toujours avoir des petits trucs à raconter, toi aussi. C'est un peu, genre, moi, on me dit... tu vas faire quoi quand tu auras fini de raconter tout le lore de Runeterra? Frérot. Hold my beer. Et puis,
Non seulement c'est quasiment impossible d'en faire le tour, mais en plus dans le cadre de D&D, je sais que contre il y a pas mal de gens qui voient ma chaîne comme une chaîne qui est très centrée sur le lore. Au final, je fais pas tant de lore que ça. Au début, Je t'en faisais plus. Maintenant, je trouve que J'en c'est fais plus plus, documentaire ouais. et tout. C'est très stylé d'ailleurs. Merci. J'ai envie de faire un petit peu cette même bifurcation sur les docus. Sur les docus. Un petit peu suivre les pas de What a Fail, Ego, ce genre de choses, tu vois. Là, c'est On- très cool, c'est très cool les docus et j'aime beaucoup justement pouvoir faire un petit peu un genre de pas de côté et sortir un petit peu du seul carcan, même si ça reste quand même très centré sur Ouais. D&D ce que je fais. J'aime bien pouvoir de temps en temps m'éloigner un peu. Typiquement, celle sur laquelle je travaille en ce moment, elle est très très différente de ce que je fais d'habitude. Mhm. On va, je m'amuse bien de pouvoir enfin aller taper dans d'autres sujets et Ouais. puis et se servir de Donjons et Dragons un petit peu comme un prétexte pour aller explorer d'autres trucs. Ouais. Bah, à la base, pour Noël, genre pour le 25, si je m'étais pas tapé ma vieille grippe à la con, j'avais prévu de sortir une vidéo sur le lore du Papa Noël. Ok, excellent. Donc, pas du tout en lien avec genre Runeterra ou quoi, mais Ouais. le lore du Père Noël et donc de Noël. Et j'ai mon doc, hein. J'avais écrit le script, j'avais écrit on va dire les trois quarts du script, j'avais encore des trucs à rajouter, genre l'explication de certaines, comment on appelle ça, certaines traditions, pourquoi le gui, pourquoi le ou, pourquoi le 25 décembre, Mm, pourquoi le Père Noël, l'origine de Santa Claus. Santa mm, Claus qui était en fait une déformation de Sinterklaas, qui est l'appellation en hollandais, en néerlandais de Saint-Nicolas, mm. Sint-Nicolas, Sinterklaas, Santa Claus, et c'est devenu Santa Claus, et il y a eu cette déformation de ce à quoi ressemblait Saint-Nicolas d'un point de vue des chrétiens, et qui est devenu une espèce d'elfe, et après il y a eu un poème qui est sorti pour le décrire, et se sont basés sur ce poème pour lui donner genre sa pipe et sa bedaine et sa barbe blanche et ses habits rouges, etc., etc. Contrairement à ce que pensent les gens, C'est pas euh, Coca-Cola. c'est pas Coca-Cola. Voilà, c'est pas Coca-Cola qui a déterminé qu'en fait le Père Noël était habillé de rouge. Euh, et j'en étais à, je voulais expliquer l'origine du sapin. Donc pourquoi on utilise un sapin dans le, Ok. dans, voilà. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'il y a une petite vidéo de la Reine des Neiges où il y a Olaf et Anna qui parcourent à travers Arendelle et qui voient euh, les différentes traditions de chaque famille, et ça parle un petit peu des origines. Donc t'en as qui ont justement le sapin avec les bougies dessus, et c'est c'est une tradition nordique. Aussi comment ça s'appelle là, le truc rond qu'on Mm. utilise en ou. C'est un... La, la couronne. Ouais, il y a une espèce je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc qu'on met sur la porte par exemple. Enfin bref, il y a toutes ces traditions, et je voulais faire ça, mais j'ai pas eu le temps de la faire, donc ce sera pour l'année prochaine. Ok. Ce sera pour Noël prochain. Ouais. Oui, c'est Alvin de la bibliothèque d'Alvin avec Oui. moi. Il a fait une Salut. vidéo. Salutations, salutations. Alors on a parlé de Stranger Things, là euh, on parle plus de Stranger Things, donc je peux enlever Je ça. pense que tu peux enlever le truc, Voilà, ça va c'est faire bon. peur aux gens. On est plus en train de spoiler Stranger Things. Mais il a fait une vidéo justement pour parler des monstres de Stranger Things par Mm. rapport à leur version Donjons et Dragons. Euh, voilà, voilà. Et je suis assez content en plus parce que la fin, le, la fin, vraiment, sans spoiler la finale, mais oh, la conclusion de la série a permis de vraiment valider ma petite théorie personnelle.
J'ai pas que encore pu la regarder la vidéo, donc, mais je la regarderai après. mais disons Peut-être. que la série tout entière, est une série D&D, pas seulement dans l'idée que oui, il y a quelques références ici et là, mais vraiment c'est l'intégralité de l'histoire et tourne un peu sur les mêmes mécanismes qu'une campagne D&D, avec des personnages qui montent en niveau, qui ont chacun Mhm. leur talent complémentaire, qui bossent ensemble, qui ont un fonctionnement, la manière dont chaque saison fonctionne, Mhm. avec à chaque fois des personnages parfois un petit peu séparés, et puis petit à petit qui se remettent ensemble, et puis qui doivent bosser, et puis résoudre une enquête qui, au bout d'un moment, les amène à un genre de boss final pour conclure la saison. Et le fait que la série s'achève de la manière dont elle s'achève, avec notamment ce générique de fin, qui est littéralement tous les personnages de la série présentés de la même manière qu'un bouquin de D&D des années 80. Tu peux pas faire plus explicite que ça, quoi. Mhm. Tout le générique de fin, d'ailleurs il est magnifique, ce générique de fin, avec vraiment cette typographie, les petits textes, le dessin dans le style graphique des illustrations des années 80-90. C'est trop classe ce qu'ils ont fait. Mhm. Pour le coup, je suis même pas sûr si j'ai regardé le générique jusqu'au bout, mais je te crois. Ouais, par contre, il y a un truc. Ils disent que Will, c'est un sorcier. C'est un warlock. Alors, ouais, techniquement, non, ça pourrait être un ensorceleur. Donc, c'est ensorceleur ou sorcier slash occultiste. La, le- la Oui. traduction française du Ouais, warlock. sorcerer et warlock, ouais, la différence. Ouais, c'est ça. En fait, dans le cadre d'un personnage comme Will, qui a été un peu contaminé par quelque chose et qui en a obtenu des pouvoirs, c'est pas la même chose qu'un warlock qui a littéralement, volontairement fait un pacte. Et dans le Hmm. cadre de Will, typiquement, il y a une sous-classe de l'ensorceleur qui correspond très très bien à ça, c'est l'ensorceleur esprit aberrant, qui est en fait un personnage avec des pouvoirs psychiques très Ouais. similaires à ceux d'un flagelleur mentaux. J'avais Et vu, ouais, voilà, j'avais vu une vidéo justement, je crois, sur TikTok là-dessus. Et c'est un type de ouais, sorcier, mais ça date d'une version de D&D qui est sortie après 1990. tout à fait. L'ensorceleur tel qu'il existe aujourd'hui, en fait, il date de la troisième édition, qui date du début des années 2000. Donc techniquement, il n'y avait pas d'ensorceleur dans les années 80. Mais Ça, c'est pourtant, quelque ils chose qui est l'appellent venu tous après. un ensorceleur. Et ça fait Ouais, c'est bizarre. ça. Ça, c'est un petit Ouais, anachronisme dans la série, ouais. À quand l'épisode 2 de la vidéo des origines du RPG? ouais. C'est c'est vrai qu'il y aurait encore des choses à raconter après, hein. On pourrait... Ouais, non, elle était trop cool cette vidéo. Franchement, l'intro, elle m'a mis trop bien. L'interview avec l'autre là qui joue dans The Walking Dead, l'arrêt sur image de sa tête où il fait genre Ah oui, masterclass. avec John Bernthal, ouais. Voilà. Ouais, ouais, c'est... bah, cette interview qu'il a fait avec Deborah Ann Wall, je l'avais vue quand, probablement dans la semaine où elle était sortie, et c'était ma compagne qui était en train justement de regarder le podcast en question. Et donc je tombe par hasard pile au moment où elle fait cette fameuse initiation à D&D. Et je me souviens de me dire, je vais faire une vidéo là, maintenant, tout de suite, sur ça. C'est génial ce qu'elle vient de faire. Ouais, Et en non, fait, j'ai commencé à c'est bosser dessus. incroyable. C'est trop bien. C'est trop trop ouf. J'ai vu ça, je fais Ouais, ouais. oh la claque qu'elle lui a mis là. Ah, il s'y Ouais, attendait pas. complètement. Et tout le monde, je me souviens que pas mal de monde en a parlé à ce moment-là. Il y avait plein de petits TikTok et de petites vidéos sur Insta de gens qui la mettaient en avant, qui disaient c'est trop bien, c'est une super manière de présenter le jeu de rôle. Et je me souviens d'avoir commencé à bosser sur une vidéo pour parler de ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte, non, non, ça, je vais me le garder sous le coude et je vais l'utiliser pour la vidéo sur laquelle Ouais, je travaille pour plus j'ai tard. vraiment aimé. En fait, dans l'introduction, c'est
Je pense que c'est cette partie de l'introduction qui m'a fait genre lock-in. Genre, j'ai lock-in pour pouvoir suivre le reste de la vidéo. C'est trop cool. Bonne question ça. Ton processus créatif quand tu te lances sur des projets comme ça, c'est quoi? Je tâtonne beaucoup. Déjà, généralement, un projet comme celui sur l'origine du JDR, ça vient du fait que je trouve l'histoire cool et j'ai envie de la raconter. Je suis très attiré par les histoires pas très connues ou les histoires qui se sont un peu paumées, tu vois. Et typiquement, l'histoire derrière celle sur l'origine du JDR, c'est que moi je suis un jeune rôliste. Je me suis vraiment mis au jeu de rôle il y a pas si longtemps que ça. Et quand j'ai commencé à m'y mettre, j'ai lu absolument tout ce que je pouvais trouver. Et notamment, j'ai très vite trouvé un bouquin qui s'appelle L'histoire de Donjons et Dragons, écrit par un gars qui s'appelle Fabrice Sarelli, et qui racontait une grande partie de ce que je raconte dans l'histoire, sur notamment le travail de Dave Wesley, qui a déterré ce concept d'arbitre des jeux militaires du 19e siècle. Ah, mais en fait, Et je trouvais tu l'as l'histoire. plagié. Bah, j'ai complètement repris leur travail, ça c'est sûr. Et en fait, je trouvais cette histoire trop bien. J'adorais cette idée que le gars était allé récupérer un concept dans un bouquin militaire du 19e siècle et en avait créé ce qu'on connaît aujourd'hui comme jeu. Et l'un des trucs que je me suis assez vite rendu compte, c'est que à la suite de ça, en lisant d'autres ouvrages ou d'autres articles ou plein de choses liées à l'histoire de Donjons et Dragons, je tombais systématiquement sur des gens qui parlaient de l'histoire de Donjons et Dragons d'une manière complètement différente, c'est-à-dire c'est Gary Gygax qui a inventé un jeu qui s'appelait Chainmail, et à un moment il a bossé avec un gars qui s'appelle Dave Arneson et ça a fait Donjons et Dragons. Ok. Et personne parlait de Dave Wesley. Et il y a eu cette frustration pendant longtemps de dire non, en fait vous oubliez la partie la plus importante, quoi, les gars. Le moment le plus important dans le jeu de rôle, c'est le moment où on ressort l'arbitre, quoi. Et, Oui. et du coup, après, c'est pour ça que j'avais envie de raconter l'histoire, quoi. Mais après, le Ouais, processus on nous dit. créatif. Ouais, non, justement, je trouvais ça. Parce qu'on parle toujours de Gary Gygax, Ouais. etc., etc. Mais l'autre, jamais. Ouais. Là, la question, combien de temps à peu près pour un projet du genre? La vidéo sur l'origine du jeu de rôle, en fait, c'est la vidéo la plus longue sur laquelle j'ai pu travailler. C'est 4 mois de travail effectif au total. Et en fait, l'une des grosses difficultés, c'est justement de trouver les trucs que tu mets dans la vidéo et les trucs que tu mets pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter et faut réussir à faire le tri, tout en gardant l'histoire suffisamment compréhensive. Donc tu tâtonnes beaucoup, tu testes des trucs, ça marche pas. Tu testes d'autres trucs, ça marche pas. Puis tu réessayes jusqu'à ce que ça marche. Et typiquement, tu parlais de l'intro, Bubule, tout à l'heure. Pour faire les 15 premières minutes de la vidéo, j'ai mis 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, j'ai fait que ça. Les intros, c'est ma hantise. C'est une horreur, les intros. Genre, le corps du texte, il n'y a pas de problème, tu vois. Ah, je sais que je vais. Ah, ça, une fois que je suis lancé sur le truc, bon. Mais alors, les 2-3 premières minutes, même les 10 premières secondes, je pense en termes de travail par minute, les 30 premières secondes de n'importe quelle vidéo demandent 10 à 50 fois plus de temps que n'importe quel autre moment de la vidéo. Ouais. Pour réussir à faire une intro qui capte l'attention des gens, qui en même temps te lance dans ce que tu vas raconter, tu dois déjà préparer tellement de choses dans ton intro. Normalement, ton intro, elle est déjà censée préparer tout ce que tu vas dire dans ta vidéo. Ouais. Donc, c'est le truc sur lequel tu n'as pas le droit de te louper et sur lequel il faut vraiment beaucoup d'attention. Et c'est un peu comme les fondations de la maison, en fait. C'est ça. Et des fois, je me dis, j'ai limite envie de faire une vidéo où je fais
Eh, vous savez quoi? J'ai pas envie de faire une intro aujourd'hui, on va parler du lore de machin. Allez, c'est parti. Genre, Mais, ah, c'est bon, ça me prend trop de temps. mais des fois, tu tombes sur des vidéos sur YouTube qui sont incroyablement bien faites, où l'intro a été expédiée, et pourtant ça marche super bien, et tu te Ouais. dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je me prends la tête? Ah, ouais, ouais. Alors ça Il faut fonctionnerait trouver pas le pour juste tout, milieu, tu vois, mais... parce que si t'as une intro qui dure trop longtemps, c'est oui, bon, tu la commences ta putain d'histoire, et t'as des intros où, bah, genre, ça commence direct, tu fais, attends, tu parles de quoi? Et il faut trouver le juste milieu et avoir donner le ton en fait. Ouais. Tu donnes le ton au Ah, puis texte. des fois, Bon. ça prend pas forcément du temps parce que l'intro est longue, ça prend du temps des fois parce que tu tâtonnes en fait. Mm, T'essayes un mm, mm. truc, ça fonctionne pas, t'essayes un autre truc, ça fonctionne pas. Ouais. Et c'est un truc ouais, on oublie un peu dans l'exercice créatif, il y a beaucoup d'essais ratés. Et quand vous voyez une vidéo sur YouTube, vous, ce que vous voyez, c'est le résultat fini. Est-ce que l'engouement est assez récent et pour toi un appel d'air, un effet de mode ou le début d'un âge d'or? Maintenant que la technique permet des choses incroyables, et pour toi, quelle place pour l'IA au sein du JDR présent et futur? Il y a plein de questions. Alors, je ne sais pas le futur du JDR, mais ce qui est sûr, c'est que le, cet engouement qu'il y a depuis à peu près 2014-2015, ce renouveau en quelque sorte du jeu de rôle, il est très encourageant. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reprendre une traversée du désert dans les prochaines années, mais pour moi, le jeu de rôle aura toujours une place qui, qui va perdurer, je l'espère en tout cas dans notre société, simplement parce qu'il apporte un truc qui nous manque cruellement actuellement. Il nous offre un moyen en fait de connecter très facilement à travers un jeu qui nécessite pas forcément des écrans, qui nous pousse à nous mettre ensemble autour d'une table et puis à imaginer des trucs. C'est un loisir créatif qui nous force en fait à créer, qui est un truc là aussi, il n'y a pas beaucoup de loisirs en fait qui juste à travers un jeu te pousse à te dire oh bah tiens tu sais le personnage que j'ai fait je vais faire un dessin de à quoi il ressemble, ou ben je suis doué en sculpture, je vais créer une petite figurine pour le représenter, ou bien je fais de la musique et ben comme mon personnage c'est un barde, je vais créer quelque chose que je vais pouvoir jouer à table. Des trucs comme ça, j'ai rarement vu un jeu qui stimule à ce point la créativité. Et, et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle il a survécu après 50 ans Mm. d'existence. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a tous les écrans, les gens continuent de faire du jeu de rôle. Et C'est je un pense jeu que c'est très ça qui va social aussi. Ouais, Et très là, très social. enfin, c'est le contact humain. Bon, techniquement, on peut le faire via Discord en ligne, etc. Mais le Mm. présentiel, le contact humain, c'est quelque chose, je vais le dire, c'est quelque chose qui se perd. Les Mm. gens, ils sont enfermés dans leurs écrans, ils se parlent pas, etc. Et c'est juste comme tu dis, se mettre autour d'une table avec des morceaux de papier et leur tête, réfléchir par eux-mêmes et tout ça, bah c'est quelque chose de fondamentalement humain Mm. raconter des histoires, c'est depuis la nuit des temps qu'on fait ça Ouais. et les vivre dans sa tête, c'est quelque chose de fascinant et de passionnant. Et donc c'est normal que ça passionne, quoi. Et Ouais. cette idée de euh, cet engouement qu'il y a, je pense que il va y avoir peut-être des hauts et des bas, mais ça va pas partir. Comme tu dis, Non, ouais. redevenir un désert, je pense pas que ça va redevenir un désert. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de projets. La créativité engendre la créativité. Et avec justement bah, les IA, euh, les, les gens ils vont chercher Mm. du réel dans l'imaginaire en fait, quelque Ouais. chose qui a été vraiment créé et vraiment imaginé, avec l'âme de la personne derrière.
Et le JDR, il y a rien de mieux y a rien de mieux pour ça. Il y a des histoires qui sont improvisées mais réfléchies. Tout ça, c'est incroyable. C'est Ouais, trop bien. par rapport à ça, justement, l'activité sociale, ben, on l'a vu typiquement pendant toute la période du Covid, qui a Mhm. été un peu le deuxième boom du jeu de rôle, puisque en fait, bah là, il n'y avait plus trop de présentiel possible. Il y a eu l'explosion du jeu de rôle en ligne, Mhm. mais les gens auraient pu se retrouver autour de parties de jeux vidéo, et Mhm. c'est ce que beaucoup ont fait. Mais il y a énormément de gens qui se sont retrouvés autour de parties de jeux de rôle en ligne, via des Discord ou autres, parce que là, c'était plus simplement derrière des avatars, on parlait directement avec des gens, l'interface est très très minimaliste, et c'est vraiment, en fait, on se retrouve, même si c'est à travers des écrans interposés, on se retrouve vraiment à échanger, à raconter des histoires, à balancer des vannes, à s'écouter les uns les autres, un truc très très précieux. Et par rapport à ta question concernant l'IA, il y a pas mal de choses qui sont discutées actuellement dans le jeu de rôle parce que justement on voit, il y a plein de gens qui ont essayé d'utiliser ChatGPT par exemple comme un MJ. Et je pense que ça va pouvoir créer des outils potentiellement peut-être qui vont amuser quelques personnes de temps en temps. Je vois pas trop l'IA devenir par exemple un MJ à plein temps Non, parce que pas un on, bon on- en tout cas. pas Pas un un bon, bon, ouais, ouais. c'est ça. Et puis surtout, on perd en fait l'un des trucs qui est très précieux, qui est ce sentiment d'être guidé par un MJ très très humain, avec ses faiblesses et ses propres failles. Et quand tu te laisses guider par la campagne créée par un pote qui a passé très très longtemps à venir bricoler des trucs, il y a C'est un ça truc quand aussi. t'es il y a un Ouais. truc quand tu es joueur et que tu te dis: «Oh là là, mais j'aurais jamais imaginé ça, il se passe ça dans la campagne, ça veut dire que mon MJ, il avait pensé à ça depuis le début». Mm. Si c'est une machine qui te guide depuis le début, tu vas jamais avoir ce moment Ouais. de te dire: «Oh La là là, machine, mon elle va MJ, pas il est penser. trop fort». Ouais, C'est une machine, elle fait ouais. son boulot. Tu perds l'émerveillement au bout de 5 minutes, de juste passer la découverte de la technologie. Quand tu es avec des gens, tu as ce truc de vraiment te dire: «Oh là là, mais mon MJ, il a passé autant de temps pour me plonger dans une histoire et j'ai vécu des trucs absolument fous grâce à ça et on a vécu des choses folles avec d'autres personnes». Et ça, c'est un truc très très humain qui, je pense, ne se retrouvera pas avec de l'IA. Même Mm. si on peut jouer avec et que ça peut donner des trucs peut-être fun, mais En dehors de l'IA qui fait le MJ, euh, honnêtement, ça peut permettre comme tu dis, c'est un outil qui. Les gens, ils ont beau. Et Trash Talk, l'IA, c'est un outil qui est incroyable. Et c'est qui peut accélérer le processus. Pour moi, genre un marteau et un clou, c'est cool, mais un marteau et un clou dans les mains d'un maçon, c'est encore plus cool. Tu prends un MJ qui sait vraiment très très bien ce qu'il fait, et tu lui laisses utiliser, en plus de ce qu'il sait déjà faire, les outils, un outil tel que ChatGPT, il pourra plus rapidement et plus efficacement créer une campagne de grande envergure, mais il va pas, genre, crée-moi un scénario dans une ville de machin pour mes aventuriers, point. Tu vois, non, tu t'en sers pour créer des liens X et Y, pour imaginer des langues, pour tester des énigmes, pour essayer de faire ce genre de trucs, des trucs un petit peu plus poussés. Une liste de noms de PNJ, des fois c'est chiant. Il y a toujours, ça existe depuis la super kryptonite. longtemps, les listes de PNJ. Tu arrives dans une nouvelle ville, bah, tu as besoin de 30 PNJ, vas-y, fabrique-moi les 30 PNJ de cette ville. Bon, et t'as pas besoin de te faire chier à passer 1 heure à imaginer des PNJ, tout leur backstory. Tu peux faire des vieux backstory et après tu t'inspires de ce que te crée sur la volée le truc. Ah ouais, ça c'est pas mal, je garde, et puis ça je vire, et là, ça permet d'aller un petit peu plus vite dans certaines choses.
les visuels, bon, ça, je touche une corde sensible pour les artistes. C'est clair que moi, je trouve que la génération d'images par IA, c'est en règle générale à éviter. Bah, déjà, de l'ordre commercial, c'est non. C'est pour des publicités ou pour quoi que ce soit de commercial, c'est non. Mais après, pour représenter quelque chose visuellement dans une campagne, ben ça peut être utile. T'es pas forcément artiste, et pour ta campagne, tu vas pas commissionner un artiste pour pouvoir représenter le truc. Tu peux essayer de le faire toi-même, mais si c'est ce qui, pourquoi pas, genre pourquoi pas la représentation de ce à quoi pourrait représenter, ce à quoi pourrait ressembler tel ou tel PNJ, ce à quoi pourrait ressembler tel château ou ce genre de truc, pour donner des vibes en gros. Je trouve que ça peut servir aussi à ne pas, faut pas en abuser, mais je trouve ça va. C'est pas non plus. Il y a des gens qui sont extrêmement genre 0, 0, 0. Je laisse un petit peu de. Le problème, c'est que le terme IA a tendance à être trop vague parce qu'en fait, on met dans le même panier plein de choses. Si on parle vraiment juste par exemple de l'IA générative pour les images et les vidéos et ce genre de choses, je suis assez d'accord sur le fait que personnellement, je suis pas fan de ce genre d'utilisation et je suis typiquement, j'essaye d'éviter au maximum d'en avoir dans les vidéos et ce genre de choses. Ah oui, non, je mets pas moi non plus les illustrations, j'en mets pas dans mes vidéos. Ouais. À l'inverse, par exemple, tu vois, dans le terme IA, il y a plein d'outils qu'on utilise au quotidien. Par exemple, toi et moi, on utilise des logiciels de montage. Tu montes sur quoi, sur Adobe Premiere J'étais sur Premiere, maintenant je suis sur DaVinci. Ok. Et je sais pas si tu utilises la version gratuite, la version... Non, j'ai la version payante. La version payante. Tu sais, sur la version payante, il y a énormément d'outils qui utilisent justement une forme d'intelligence artificielle pour, par exemple, faire du détourage beaucoup plus rapidement, pour enlever la musique. Je m'en suis servi sur ma voix. Il y avait un petit... j'avais pas utilisé mon filtre anti-bruit quand je m'étais enregistré. Bah, j'ai fait machin par là. Hop, ça a tout clean pour une vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. La vidéo sur Zoé que j'ai sortie tout à l'heure. C'était un clic. Voilà. On appelle ça un truc, il est marqué AI voice pas detection, mais voice je sais plus quoi. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un outil IA et c'est un outil qui est super et ça permet d'éviter de se casser les couilles. Pareil, comme tu disais, de faire le détourage. Avant, les gens ils devaient faire ça clic par clic. Ouais. T'avais enregistré quelqu'un sur un écran vert, et ben tu devais faire tout le détourage du bonhomme. Hop, tu devais tout le découper. Frame suivante. Allez, je fais tout le détourage du bonhomme. Frame suivante. 24 fois par seconde. Et après, tu devais faire ça sur l'espace d'une nuit. Tu passais un mois juste à faire... à découper quelqu'un. Là, tu fais un clic, pouf, droite, gauche, 10 secondes, c'est terminé. Ouais. Donc, pour ce genre de trucs, justement, pour les trucs très rébarbatifs sur lesquels je pense que personne n'a jamais ressenti son génie créatif stimulé quand il faisait 3 heures de détourage. Ah oui, non, c'est clair. C'était pas le moment où tu étais le plus dans le kiff. Ouais. Mais donc, typiquement, pour ce genre de truc, ce genre d'outil, c'est révolutionnaire et ça te permet de gagner un temps absolument fou pour justement passer plus de temps sur les trucs qui importent, sur le script de ta vidéo, sur le rythme, le montage, tout ça. Donc il y a des outils dans lesquels l'IA est révolutionnaire et va apporter plein de choses. Mais ce qu'on veut, c'est que l'IA nous remplace sur les trucs chiants, sur les trucs rébarbatifs, sur les trucs sur lesquels on n'a pas envie de passer des heures. On n'a pas envie que l'IA nous remplace dans notre c'est un outil pour diminuer la chiantise d'un truc. C'est pas fait pour remplacer l'esprit créatif. Non.
Non, non, surtout pas. C'est que comme je sais plus où j'avais entendu ça, mais moi j'ai envie que l'IA fasse mon linge et ma lessive pour que j'ai plus de temps pour aller peindre et faire de la musique. J'ai pas envie que l'IA Euh, peigne Peigne et et fasse de la fasse de la musique musique à pour ma que place. moi je puisse aller faire moi. Voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais après, là, on peut très très rapidement débarquer sur de la science-fiction et un débat que je pourrais avoir à l'égard de gens, les IA qui volent le travail des gens, mais fatalement, si une IA peut remplacer des caissiers, et des éboueurs et des livreurs et ce genre de choses, et ben tant mieux. J'ai envie de voir cet Tant, homme tant nu. qu'on peut. Merci beaucoup Natsumiko pour le Prime. Oula, on arrive dangereusement bas sur le temps sur le temps. Euh, Il y avait une question de Kill tout à l'heure sur le JDR en échappatoire. attends, je finis juste ce que je disais. Vas-y, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. si les IA ils volent notre travail, si du travail qui est remplacé ou des gains de productivité grâce à l'IA, en soi, tant mieux, mais en fait, ce qu'il faut, voilà, je vais partir un petit peu sur de la politique, mais en gros, pour moi, je trouve qu'il faut une espèce de taxe sur la productivité. Parce que sur les 100 dernières années, on a peut-être multiplié par 100 notre productivité, mais on n'a pas multiplié par 100 le niveau de vie moyen des gens. Peut-être certaines personnes, oui, mais pas tout le monde. Peut-être multiplié par 5 ou 6 le niveau des gens, mais pas par le niveau de productivité. Ça a été capté par les personnes bien en haut. Mais en fait, c'est sur le long terme, sur le très très long terme, dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, c'est quoi le but final? L'humanité, il va où, tu vois? Est-ce que on s'imagine que les gens vont encore être aux 35 heures dans 200 ans? Pourquoi? Est-ce Je qu'on vois la n'aurait même pas chose des avec. technologies suffisamment avancées pour remplacer l'humain dans toutes les tâches chiantes et l'humain serait alors capable de poursuivre lui-même ses propres passions, la danse, l'écriture, la musique, la peinture, l'exploration, la discussion, le jeu, ce genre de choses. L'humain, il est fait pour faire ça. C'est un nomade physique de l'époque. On a évolué en tant que nomade à parcourir le monde, mais c'est aussi un nomade spirituel et mental. On aime se balader non seulement avec notre corps, mais aussi avec notre esprit et se donner des outils qui nous permettent d'éviter de justement être ancrés en place physiquement et ancrés en place mentalement, que ce soit derrière un bureau ou derrière un écran. Ces outils, si développe des technologies et des outils qui nous permettent de sortir de cet ancrage et de se balader et de redevenir des nomades physiques et des nomades mentaux, tant mieux. Et pour moi, c'est ça le but ultime de l'humanité, c'est arriver à faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent explorer un maximum de leurs propres capacités. Et je pense que je viens de me faire une putain de tirade. Heureusement que j'étais en train d'enregistrer parce que de rien les gens, quoi. Je suis même pas en train de lire un texte, hein, je vous l'ai sorti tel quel, là, improvisation totale. C'est sorti du cœur. Putain, je suis un poète là. Wouh. Ça vaut au moins 10 subs. Je range le prompteur, patron. Merci. Non mais en vrai, c'était super beau là comme... Putain, je me suis senti MJ pendant un instant. Fin de campagne, les gars. Je suis prêt à voter pour toi. Fin de campagne. Ouh. Bref. Ouais, donc les questions. Je sors de mon... tatata. Est-ce que tu considères que le JDR peut être un échappatoire, je n'aime pas le terme, amené à se renforcer en période de doute, que sa popularité peut à minima en être influencée? Pour vous, le JDR est-il dans sa version à un instant T un reflet de notre société? Oula, oh, je te la laisse celle-là. C'est une jolie question. Enfin, c'est plusieurs jolies questions. Est-ce que le jeu de rôle est un échappatoire? Il l'a toujours été. Et je pense qu'il n'y a pas de honte avec ça. Et c'est le jeu de rôle a de base été c'est pas un terme péjoratif hein, quand je dis ça, mais c'est la cour des miracles des laissés pour compte, de gens qui, pour une raison ou une autre, se sentaient pas forcément très bien intégrés et avaient besoin d'un moyen pour être quelqu'un d'autre. Des Et nerds.
Ouais, des nerds, exactement. Mais même, on a tendance à Ça se penser juste démocratise beaucoup plus maintenant. Ouais, Ou mais alors il y a plus de on a nerds, je tendance. sais pas. On a tendance à penser les nerds, les gens avec des lunettes qui aiment l'informatique et les trucs ringards. En tout cas, c'est comme ça qu'à l'époque c'était vu, mais aussi plein de personnes qui juste pour d'autres raisons, sociétales ou autres, étaient pas bien intégrées. Et on sait par exemple qu'il y a toujours eu, le jeu de rôle a toujours été très présent dans les communautés queer, par exemple. Parce que ben ouais, c'était un Ouais, ça leur moyen de permet pouvoir de... Ouais. tester plein de choses sur l'identité de genre, donc, euh, donc ça a toujours eu ce rôle-là, et forcément il va évoluer en fonction des périodes, en fonction de nos propres, je cherche le mot, les choses qui nous habitent et les choses qui nous travaillent. Donc forcément, si on est dans une période où on a très très peur d'un sujet en particulier, probablement que ça va se ressentir dans les sujets qu'on aborde ou à l'inverse, qu'on n'aborde pas dans les parties de jeux de rôle. Et le truc un peu fascinant avec le jeu de rôle, c'est que c'est un genre de tradition orale qui, un peu comme peut-être les trucs que les druides se transmettaient à l'époque des Celtes, euh, va se garder et se perdre au fur et à mesure des époques. Mais je pense qu'il aura toujours vocation à rester. Ah tiens, j'ai perdu la caméra. Hop, Tu m'entends toujours, ouais, Bull? c'est moi. J'ai changé de fenêtre et du coup, ça t'a fait devenir tout noir. Ça arrive. My bad. Pas de problème. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, mais je crois que pour vous, le JDR est-il dans sa version à un instant T un reflet de notre société? Ouais, carrément. Carrément. Pour dévier sur une question plus méta, en tant que représentant de vos lores respectifs, pensez-vous que la connaissance du lore aide à apprécier l'univers à sa juste valeur? Et est-elle nécessaire? Je sais que ce n'est pas du goût de tous et que ça peut ressembler à du metagaming pour nerds, mais pour moi, connaître un peu ce fameux lore, voiceline et référence aux factions est un minimum nécessaire pour mieux saisir les enjeux. J'ai une vidéo que j'ai commencé à préparer et qui normalement sort la semaine prochaine, qui s'appelle L'importance du lore. Et justement, je détaille dans cette vidéo un petit peu les raisons pour lesquelles connaître et comprendre le lore permet de mieux apprécier le jeu auquel on joue, que ce soit Clair-Obscur, Elden Ring ou League of Legends. Même League of Legends, où il n'y a absolument pas besoin de connaître du tout le lore, et ben le connaître, ça permet de mieux apprécier. Genre, si tu... Je sais pas, si tu joues Garen, tu ulti Darius, et ben tu fais prends ça, Sanoxien. Quand tu tues Evelyn avec Vayne et tu fais c'est pour mes parents. C'est des petits trucs en plus, tu vois. Mais enfin, je vais un petit peu plus dans le détail et un petit peu plus dans la profondeur. Un petit peu comme dans ma belle tirade de tout à l'heure. Je trouve que l'importance du lore, c'est quelque chose qui mérite d'être soulevé. Et j'imagine que D&D, c'est encore différent parce que c'est Ouais, le D&D, jeu. Le jeu, c'est du lore en fait. Ouais, et puis en fait, c'est surtout que le lien avec l'historique doit se faire à travers le prisme du maître du jeu. La personne qui joue si tu es maître du jeu et que tu as envie de te plonger dans le lore et que tu as envie de absolument tout savoir des royaumes oubliés parce que tu as envie que ton aventure elle se passe, excusez-moi, j'ai mis un coup au micro, dans l'univers des royaumes oubliés, et ben tant mieux pour toi, mais t'es pas obligé de le faire. Tu peux aussi très bien te contenter de faire ton propre univers maison et t'as même pas besoin de faire un world building extrêmement détaillé. Mhm. Quand tu es une joueuse ou un joueur, normalement, le lore, tu peux t'y intéresser si tu veux. Ça peut être, ça peut être un truc dans lequel tu aimes te plonger. Par contre,
Un truc à faire très attention, c'est que c'est toujours la personne qui assure le rôle de maître du jeu qui est le gardien du lore, entre guillemets. C'est-à-dire que si ton maître du jeu a décidé que dans sa propre version de l'univers, les règles c'est comme ça, et la timeline elle s'est passée comme ça, et les dragons rouges ils correspondent à ça, techniquement c'est son choix. Et en tant que joueuse et joueur, t'es pas là pour lui dire ouais mais attends, dans le bouquin officiel de D&D c'est comme ça. Donc Le MJ, c'est Dieu. ouais, faut pas trop le dire parce qu'il y en a certains que ça leur monte un peu à la tête. Ouais, mais c'est... Mais normalement, le MJ, il a sa manière de faire vivre son univers. Si t'es pas content, eh ben, tu trouves un autre MJ. Ouais. Mais tu respectes les choix qu'il a fait. S'il a décidé qu'il allait complètement remanier les royaumes oubliés à sa sauce, c'est son choix. Ouais. Donc, dans le cas des jeux de rôle sur table, justement, le lore, normalement, c'est toujours un outil à disposition des personnes qui assurent le rôle de maître du jeu. Et puis, c'est un moyen, en quelque sorte, de leur faire vivre des cooles aventures à leurs joueuses et joueurs. Ouais. Et je pourrais même dire que des fois, ne pas connaître, en tant que joueur, en tout cas, pas en tant que MJ forcément, mais en tant que joueur, ne pas connaître le lore, ça peut être mieux, parce que ça laisse l'opportunité à ton MJ de te le faire découvrir. Parce que si tu arrives, ça permet d'éviter de vous entendez un bruit, puis vous machin, et puis tu devines tout de suite, c'est tel monstre, et il est faible, et c'est ça son histoire, et il a des faiblesses à ça, et nanana, et tu sais déjà tout. Ben, dans le JDR, tu vois. Et en plus, techniquement, si... Ça s'appelle le metagaming, justement, le fait de... si toi, tu sais, par exemple, que les trolls, ils sont sensibles au feu et à l'acide, mais que ton personnage, c'est un petit citadin qui est jamais sorti des murs de sa ville et qui a aucune connaissance des monstres, normalement, ton personnage n'est pas censé le savoir. Ouais. Hey, je vais lui balancer du feu dessus. Voilà. Donc... Ah non, normalement, dans ce genre de truc, t'es pas censé utiliser des connaissances que ton personnage n'a pas. De la même façon que toi, en tant que joueur, tu sais peut-être qui est Vecna, mais si ça se trouve, dans l'univers de ton maître du jeu, Vecna, c'est une entité extrêmement mystérieuse dont la population n'a jamais entendu parler. Ouais. Donc, faire attention à ce genre de truc. Ouais. Et... comment on appelle ça ? Petite bifurcation sur Critical Role. Un bon exemple de ça, c'est le joueur Robbie. Donc c'est un des joueurs de campagne où très souvent je l'entends dire « Alors, mon personnage, moi non, mais mon personnage agirait comme ça. J'ai pas forcément envie moi, mais je sais que mon personnage, là, dans cette situation, il ferait 100% ça, donc je vais faire ça. » Et du coup, c'est de l'anti-metagaming, justement, parce qu'il se conforme tellement à ce que devrait faire son personnage par rapport à ce que c'est et ce qu'a vécu et ce que ressent son personnage, qu'il joue, il se met vraiment à la place dans l'histoire plutôt qu'en dehors. Et je trouve ça génial. Quand il fait ça, je suis genre, ça c'est un bon joueur, ça, j'aime bien ça. Ouais, le Robbie, Travis aussi est très très bon. Travis est un joueur absolument phénoménal. Ouais. C'est le joueur qu'on rêve tous d'avoir en tant que maître du jeu. Tellement. Il hype tout, genre il est genre c'était Puis en plus de ça, c'est vraiment un joueur qui fait participer tout le monde, il fait très attention au temps de parole, c'est vraiment quelqu'un d'adorable dans une table de jeu. Ashley, dans une autre mesure, pas pour les mêmes raisons, mais Ashley est exceptionnelle aussi, elle a une capacité à se perdre dans son personnage qui est phénoménale. Non, c'est vraiment des super joueuses et joueurs. Moi, je suis un énorme fan de Liam. Liam, sa façon de jouer, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa façon d'incarner ses personnages autour de la table, pas uniquement quand ils sont, enfin, à tout moment. Il y a un truc qu'il a fait,
il compte les pièces, genre il doit donner, il incarne tellement son... Non, il y a un moment où il s'effondre, genre il s'évanouit et il fait tête dans la table. Et il reste 5 minutes, montre en main, 5 minutes, le front collé au bois de la table. Puis à la fin, il fait... il se réveille, quoi, c'est génial. Et Et Liam, c'est de très loin le meilleur joueur de la table, dans le sens où c'est celui qui connaît le mieux le jeu. Il connaît D&D sur le bout des doigts, il connaît son perso sur le bout des doigts, il joue son personnage extrêmement bien. J'entends, non seulement c'est un acteur phénoménal, mais en plus de ça, il connaît les mécaniques de jeu extrêmement bien, mais c'est pas un suroptimisateur qui joue pour être le meilleur. Ah non, pas du tout. Il se donne des gros handicaps, au contraire. Des traumas et des handicaps pour ses personnages pour pas que ce soit trop facile et ce genre de choses. Il pourrait min-max, mais il le fait pas. Ouais, il sait jouer les mécaniques de jeu parfaitement pour que ça corresponde à l'idée qu'il s'est faite de son personnage. Et ça, c'est vraiment très très fort. Ouais, justement, je commence à regarder la campagne 2 là, de The Mighty Nine en let's play, enfin en actual play. Et il y a un moment où il fouille des cadavres pour récupérer des pièces, mais il le cache. Et les gens autour de la table disent « Oh, comment ça se fait pas ?» et tout. Et en fait, c'est pour justement donner l'argent qu'il a récupéré à un autre personnage à Jester, parce qu'elle s'attendait à recevoir de l'argent de la part de sa maman, mais qu'elle n'a rien reçu, etc. etc. Et c'est trop bien, mais le fait qu'il le cache, mais c'est pas pour lui qu'il le fait, c'est son personnage qui le fait. Enfin, c'est trop cool, c'est trop stylé. Vraiment, c'est un super joueur. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont en combat, ça arrive à son tour, il sait exactement ce qu'il veut faire, dans l'ordre qu'il veut le faire, il l'a préparé en avance, il dit « je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça ». Ça, c'était mon tour. Je fais, ok. Genre, il a fini son tour, il commence déjà à penser à son tour suivant. C'est nickel. Ouais, non, c'est vraiment le joueur que n'importe quel MJ rêve d'avoir, quoi. Ouais. Et c'est en tant que personne qui aime beaucoup, moi, je suis un peu un optimisateur dans ma manière de jouer, même si j'aime pas les clichés péjoratifs qui ont tendance à être associés aux gens qui optimisent. Mais moi, j'aime bien comprendre les mécaniques de jeu et j'aime bien les utiliser, pas pour être le meilleur à la table, juste parce que si j'ai décidé que mon personnage, ça va être un badass à table, je veux que ça se ressente dans le jeu. De la même façon, si mon personnage, c'est un incapable ou qu'il a une certaine manière de gérer la magie, par exemple, là aussi, j'aime bien sélectionner mes sorts et choisir pour que ça raconte l'histoire que j'ai envie de raconter. Et Liam est vraiment un cador dans ce domaine-là parce qu'il sait parfaitement utiliser les mécaniques au service de l'histoire qu'il essaie de raconter. Et vraiment, il est trop fort. Ouais. Pour revenir un petit peu vite fait sur le metagaming, je pense aussi aux personnages qui ont une intelligence très très basse, mais que la personne qui le joue joue avec sa propre intelligence, genre à résoudre des énigmes, ce genre de truc. Non, ton personnage il a une intelligence de 6, il va pas résoudre une énigme. Il va taper son crâne sur le mur et puis peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Il va pas dire « Ah mais en fait la réponse c'est 18 ». Non, il ne sait pas compter jusqu'à 18. Ça marchera pas. Et ça, typiquement, Travis est très très fort pour ça. Dans plusieurs moments de la première campagne, mon personnage a une intelligence de 6, donc même s'il va se mettre dans des situations qui vont être difficiles pour lui, c'est ce qu'il va faire, quoi. Il y a même le moment, il le dit, il fait « I have an intelligence of 6, I think I know what I'm doing ». Mais il le fait en plus jamais au détriment du groupe. Il le fait pas genre
dans une situation où vraiment ça va faire chier tout le monde et ça va mettre le groupe dans une situation particulière. Il sait choisir ses moments et ça aussi c'est un truc pas facile à faire parce que des fois tu peux un peu emmerder tout le monde à table parce que oh là là mon personnage il est débile, c'est ce qu'il ferait. Et c'est un peu Ouais, l'équilibre à trouver, tu vois. c'est ça. Trop bien. Bon, je t'ai Et retenu pendant 2 heures ce soir dans cette discussion. Je ouais, sais pas si tu veux moi continuer de discuter ou si tu avais non, je vais envie pas de tarder dormir. à y aller parce que je travaille aussi demain. Ah ouais, ouais, bah, très bien. Et ben voilà. Bah, Mais merci pour l'invitation, Bubule, c'est un plaisir. c'était une discussion fort agréable. Peut-être qu'on pourrait se refaire ça, mais genre où on se donne un cadre. Là, c'était un petit peu genre je t'invite, on discute, je voulais te parler de Stranger Things, ce genre de truc. Ouais, Peut-être à l'occasion de la sortie de ta prochaine vidéo, on pourra discuter un petit peu de ça ou ce mhm, genre de choses. tout Là, à j'ai fait, ouais. toute notre petite conversation, je l'ai enregistrée. Je verrai avec toi, peut-être que je pourrais faire une espèce de Hmm. vidéo. Je parle avec Alvin de la bibliothèque d'Alvin. Ouais, n'hésite pas. On parle du lore de Donjon et de Runeterra. Voilà, et je ferai un petit découpage pour mettre les points les plus intéressants et tout ça. Et Je ben, je merci te en tout ferai cas à valider. toi, carrément. Euh, Merci voilà, à toi pour l'invitation. Bubule et Alvin, le feed dont j'avais besoin. Justement, j'étais en train il s'en va. Mais Merci à tout des le parties chat de la en tout cas. discussion pourront potentiellement être disponibles sur YouTube et quelques clips aussi que je pourrais potentiellement mettre sur TikTok. Ma tirade, elle part sur TikTok. Alors ça, Elle va voilà. devenir légendaire. Merci d'être venu, Alvin. Les gens du chat pourraient Merci à vous, remercier merci le euh, chat. Et puis Alvin bonne d'être soirée à d'être tout le monde. passé, et de s'être libéré pour ces 2 heures de discussion. C'était très cool. Merci Bonne soirée à beaucoup, toi. à bientôt. Salut. Voilà la petite discussion avec Alvin, c'était très cool. Merci à lui d'être venu et j'espère que ça vous a plu.